Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission Oxygène, votre nouveau magazine de la santé, ce nouveau magazine de la santé Vérité. Alors aujourd'hui, pour ce premier thème, nous allons aborder un thème lourd, un thème grave, le cancer et la liberté de traitement, la liberté thérapeutique et la liberté des patients. Pour commencer, je vais peut-être présenter mes invités. Je vais commencer par le docteur Gérard Leborg. Une fois n'est pas coutume, je ne suis pas courtois, je commence par le monsieur, il est tout seul. Docteur, bonjour, merci d'être parmi nous. Vous êtes docteur, votre spécialité, c'est peut-être les médecines alternatives sur lesquelles vous êtes spécialisé assez rapidement. Oui, en fait, j'en ai étudié une petite centaine que j'ai eu l'occasion de pratiquer sur moi-même aussi, parce que, étant donné que j'ai une petite santé, il a bien fallu que je me soigne. Notre deuxième invitée, Madame Karine Curtet. Bonjour Madame, merci d'être là. Vous venez de loin, en plus d'Antibes. Tout à fait. Vous êtes présidente de l'association Améthyste. Vous allez nous dire exactement peut-être ce à quoi ça correspond ? Alors, Améthyste, c'est une association qui défend les traitements individualisés en oncologie pédiatrique. Très bien. Et évidemment, ma nouvelle coéquipière pour cette émission Oxygène, le docteur Nicole Delépine. On va commencer avec vous, Nicole, ce qui permettra aux téléspectateurs de faire votre connaissance. Est-ce que pour commencer, vous pouvez rapidement nous rappeler votre parcours ? On va faire rapide, effectivement. Donc, en fait, moi, j'ai fait médecine, puis j'ai commencé comme spécialité la pédiatrie, en m'occupant beaucoup de tout petits, d'ailleurs, de petits nourrissons et prématurés. Et puis, après l'internat et le clinica, j'ai eu l'occasion de rencontrer dans les années 80 l'équipe du professeur Maté à Paul-Brousse, pas loin d'ici, qui lui-même avait embauché un peu mon collègue et mari qui faisait la chirurgie conservatrice dans les tumeurs osseuses. Et donc, le professeur Maté nous a proposé d'approfondir le sujet des cancers et des cancers de l'enfant en particulier, tant pour essayer de sauvegarder les membres des enfants atteints. Donc, pour éviter les amputations. Pour éviter les amputations. Et d'autre part, pour que ces enfants qui n'étaient pas amputés profitent de leur vie et de leur vie normale si possible. Et donc, nous avons effectivement commencé à faire l'oncologie pédiatrique dans l'hôpital Hérold, qui était dans le 19e, qui a donné naissance ensuite à l'hôpital Robert Debré, où nous sommes allés une dizaine d'années. Et de fil en aiguille, avec les fusions-acquisitions qui se passent dans le domaine de la santé comme ailleurs, et ça va encore se passer encore plus là, apparemment, j'ai vu qu'on n'avait pu avoir que 200 groupes hospitaliers sur la France. Nous avons fait effectivement essentiellement de la cancérologie pédiatrique et on s'est battu beaucoup pour que les traitements qu'on pouvait proposer aux patients soient les plus performants possibles, y compris s'ils avaient été inventés en fin fond de l'Australie ou de l'Amérique, et que notre rôle de médecin, et je pense que mon collègue ne dira pas le contraire, c'est de donner les meilleurs soins aux patients en fonction des données acquises de la science et de ne pas se laisser embringuer dans des histoires d'essais thérapeutiques, etc., quand il y a des traitements qui marchent. On ne va pas trop dévoiler le corps de notre sujet. On va peut-être rappeler qu'en plus de tout ce travail que vous avez fourni dans les hôpitaux, vous avez écrit aussi beaucoup « Le cancer, un fléau qui rapporte »,« Ma liberté de soigner »,« La face cachée des médicaments ». Donc vous avez petite littérature déjà à nous présenter. Oui, mais tout ça est lié parce qu'effectivement, dans les années 2000, quand on a commencé à voir qu'il y avait quand même beaucoup de patients, parce que déjà en cancérologie pédiatrique, c'est venu avant la cancérologie adulte, où on commençait à imposer déjà beaucoup de traitements aux enfants, et puis quand ces traitements-là, ces essais thérapeutiques ne marchaient pas, on disait il n'y a plus rien à faire, et donc on s'apercevait qu'en fait, il y avait souvent encore quelque chose à faire. Donc c'est là où j'ai écrit 9 petits lits au fond du couloir, parce qu'entre-temps, on nous avait mis un petit peu une portion réduite de service au fond de l'hôpital Avicenne dans le 93. Et puis, de fil en aiguille, effectivement, on se demande, les gens, les patients, les médecins, les collègues, les soignants, se disaient pourquoi tant de haine, pourquoi on essaye, pourquoi on vous rétrécit votre possibilité, votre nombre de lits, tout bêtement. On était passé finalement de 84 lits à Hérold à 15 lits à Robert Debré, puis à 9 à Avicenne. Et donc, on a essayé de comprendre pourquoi cette liberté de soigner, déjà, se perdait. Et donc, en 2006, effectivement, j'ai écrit Ma liberté de soigner, où j'ai essayé d'expliquer qu'effectivement, à partir du moment où on essayait de proposer aux patients les meilleurs soins en fonction des données acquises de la science, on s'opposait à la mise en place déjà des grands circuits d'essais thérapeutiques qui devenaient de plus en plus obligatoires, comme ils vont l'être avec les plans cancer, on y reviendra peut-être tout à l'heure.
Il faut appliquer tout simplement un protocole. Il faut appliquer les recommandations et intégrer les patients dans les essais thérapeutiques ou les traitements standardisés, mais selon une décision qui se veut collective. Et effectivement, à partir de 2003, il y a eu les plans cancer successifs qui ont vraiment mis au point la bureaucratie nécessaire pour qu'on impose aux établissements de faire des réunions de consultation pluridisciplinaires où les médecins de différentes spécialités se réunissent, ce qui apparaissait, a priori, pouvait paraître sympathique aux patients, sauf que ça se faisait avant et sans besoin de formalité pour ça. Mais par contre, là, ce sont en fait des chambres d'enregistrement et on vous dit, donc on explique là encore, mais je vais expliquer dans le précédent, tel malade a tel cancer, donc on tape sur l'ordinateur, ça fait tel schéma de protocole et on passe au suivant. Mais c'est une réunion entre médecins où il n'y a pas le patient, où il n'y a pas son médecin généraliste qui l'a pris en charge, et ça ne devrait être qu'un conseil. Attention, vous avez le droit de choisir encore votre traitement avec l'aide de votre médecin traitant. C'est très important que les patients le sachent. Bien sûr, ce que vous dites. C'est bien sûr, c'est pour ça qu'on a écrit ce livre. Non seulement vous avez le droit de refuser, mais surtout vous n'avez pas forcément d'ailleurs de refuser, mais vous avez le droit de savoir pourquoi on vous propose ça. Et quand on vous répond, c'est à la RCP qu'on a décidé, c'est pas une réponse. La RCP ? La réunion de concertation pluridisciplinaire obligatoire, rendue obligatoire par les décrets de 2007 qui avaient été faits à la suite de la loi de 2004, déjà de modernisation de la santé. Donc, alors c'est quand même très étonnant tout ce que vous nous racontez, parce que finalement, on a l'impression que le cancer est un peu érigé au rang de cause nationale, que les autorités, le ministère de la Santé est sans cesse en train d'œuvrer finalement pour lutter efficacement contre cette maladie et du moins fournir les médicaments et les thérapies nécessaires aux malades. On nous explique qu'il y a à peu près 150 000 personnes qui décèdent chaque année du cancer, que 385 000 cas sont chaque année recensés avec une prédominance chez les femmes. On a tendance à nous dire également qu'il y a de plus en plus de cancers. Oui, tout ça n'est pas tout à fait vrai. Enfin, effectivement, c'est une préoccupation importante du ministère de la Santé parce qu'il y a un marché fantastique avec les nouveaux médicaments en particulier qu'on vend à 100 000 euros l'année, oui. Pour une personne. Donc, effectivement, qui sont remboursés intégralement par la Sécurité sociale dès qu'ils sont mis sur le marché très, très vite. Avant les essais thérapeutiques d'autrefois qui duraient 10 ans. Maintenant, il y a une petite étude sur 100 malades qui s'appelle étude pivot. Là, le laboratoire dit que ça donne une petite amélioration sur quelques mois, de diminution du nombre de récidives sur quelques mois. On n'attend pas du tout, comme on aurait fait autrefois, il y a encore 10 ans, sur quelques années, si c'est augmenté la survie globale. Non, on donne tout de suite l'autorisation de venir sur le marché. Et là, l'hôpital est remboursé à 100% directement par le ministère, on ne va pas s'étendre là-dessus parce qu'on n'en sortira pas, mais sous le prétexte d'une liste dite en sus. Peu importe, ce sont des médicaments peu expérimentés, qu'on rembourse à 100% d'emblée et qu'en gros, on impose par les recommandations nationales de donner aux patients rapidement. Et c'est là que les plans cancer sont effectivement absolument tragiques parce qu'il n'y a probablement pas tant de documentation de cancer que ça, qu'on veut bien le dire. Évidemment, à partir du moment où on dépiste des tas de choses... c'est positif qu'on dépiste plus de cancers. Non, là aussi, c'est tout un débat qu'on pourrait refaire. Non, si on dépistait des cancers dont on est sûr qui vont évoluer, ça serait éventuellement positif, parce que dépister des cancers au début, quand ils sont petits, c'est mieux que d'attendre qu'ils sont gros. Par contre, dépister des cellules cancéreuses qui n'auraient jamais donné de cancer, c'est quand même un autre problème. Et ça, on le démontre, aussi bien pour sein que pour prostate. Il est évident que l'augmentation du nombre de cancers de la prostate est complètement... Mais le dépistage ne peut pas être dangereux, dans tous les cas. Si, parce qu'à partir du moment où on va toucher des cellules effectivement cancéreuse, ce n'est pas une erreur du microscope, c'est une erreur de l'interprétation de qu'est-ce que serait devenue cette cellule cancéreuse si on y avait fichu la paix. Et quand vous êtes au Danemark, vous avez 30 ou 40% de moins de cancer de la prostate qu'en France, et la survie des cancers des gens au Danemark n'est pas plus mauvaise qu'en France. Donc, si vous voulez, le dépistage à tout prix de n'importe quel cancer, moi, si je me fais des biopsies, je ne vais pas vous faire peur à vous, mais si je me fais 3-4 biopsies de 3-4 organes, je vais forcément me trouver des cellules cancéreuses. Et mais enfin, mon maître Maté, mais non, notre maître Maté et les autres nous disaient qu'à chaque moment de la vie, si on est à peu près en forme normale, avec une immunité normale, on se fait des petits cancers et puis on se les détruit. C'est le rôle de notre système immunitaire. Et peut-être que mon collègue, avait des petits traitements, enfin en tout cas une hygiène de vie correcte, aidera encore notre immunité à défendre. Oui.
Une hygiène de vie, en fait, l'hygiène de vie, elle est faite d'un grand paquet de choses. L'hygiène de vie, c'est, par exemple, vous parliez du Danemark. C'est un pays que j'aime beaucoup, puisque j'ai mes ancêtres. Et c'est aussi le pays qui a été le premier à mettre en garde contre les acides gras trans. Le premier pays d'Europe qui a interdit les acides gras trans qui ne sont pas... Oui, alors les acides gras trans, quand on prend une huile liquide, on va faire des gâteaux avec, le gâteau transpire. Si on le transforme en trans, l'opposé de cis, CIS est l'opposé de trans, on forme une molécule qui devient rigide, qui ne sait plus sortir du corps, et cette molécule, elle va se, comme des aiguilles, elle va se darder dans plusieurs endroits du corps, le foie, la prostate, les seins, les reins, partout, et au bout d'un temps, elle va devenir toxique. Et le Danemark a été le premier pays en 2003. Les États-Unis ont suivi parce que les États-Unis en consommaient d'une façon abusive. On était à 15 grammes par jour et par personne aux États-Unis. Donc New York et le Canada ont décidé en 2007 de les réduire à 2 grammes par jour et par personne. En Europe, en dehors du Danemark, on n'en entend pas parler. Or, on sait que ça donne des pathologies des artères, ça donne beaucoup de pathologies. Je ne sais pas, vous en avez entendu peut-être parler. On peut imaginer, en tout cas, tous ces facteurs, ce serait quand même beaucoup plus intéressant que d'aller mettre un pic dans un sein ou dans une prostate. On aurait plus raison de se concentrer sur notre hygiène de vie en général. Et ça va rejoindre, si je peux avancer la dernière partie de cette émission, où on parlait effectivement d'OGM, etc. Et là, il y a sûrement des tas de choses à faire. C'est du spoil, ce que vous venez de faire. Pour le téléspectateur, c'est dommage. Vous avancez déjà ce qu'on va faire à la fin. Oui, mais c'est important parce que comme ça, ils vont continuer à nous regarder. Je voudrais aussi rebondir sur quelque chose que Nicole a dit. Et en fait, le plan cancer est co-validé par le ministère de la Santé et de la Recherche. Et ça a induit un point de dérive très important. Le point culminant, c'est ce qui se passe en oncologie pédiatrique, puisque les enfants sont cobayes et qu'il y a plus d'essais thérapeutiques que de nouveaux cas de cancer tous les ans. Oui, en gros, si je devais réduire et simplifier la chose, c'est que finalement, les laboratoires n'ont pas assez de cobayes pour tester les nouvelles molécules et les nouvelles substances. Donc, tous les enfants qui ont le cancer, il faut sauter dessus finalement pour en profiter d'une certaine manière. Tout à fait. Mais oui, pour quelques statistiques, tous les ans, il y a à peu près 1700 nouveaux cas de cancer pédiatrique. Et ça, le chiffre est relativement stable. Nicole corrigera. Mais en 2008, le ministère nous annonce environ 800 essais thérapeutiques sur la population de 1700 nouveaux cas de cancer, plus les cancers existants. En 2013, il y a 2400 essais thérapeutiques pour 1700 nouveaux cas de cancer pédiatrique. Oui, donc on voit que la proportion... il y a plus de nouveaux cas. Quand on pense que, théoriquement, dans les textes, l'essai thérapeutique doit être pour les cas d'impasse thérapeutique, c'est-à-dire le patient qui a essayé les traitements existants qui fonctionnent et qui ont échoué sur lui. Donc, théoriquement, il y a 80% de guérison sur les cancers pédiatriques, donc ça concerne une population de 20%. En gros, on dit, on a tout essayé de ce qui est validé, donc on essaie autre chose. Ça, c'était normal quand on faisait effectivement ça, c'est-à-dire que les gens étaient traités, il y avait 80%... Mais les patients étaient informés de cette démarche ? Sur la fin, si on avait fait le traitement A, le traitement B, le traitement C, il y avait plus rien. Disait, on va essayer le traitement D, mais on n'a aucune certitude. Si ça se trouve, ça va vous tuer plus vite. Aujourd'hui, à l'époque, oui, mais actuellement, non, puisqu'on leur dit c'est le traitement standard, tout le monde fait pareil en Europe. Aujourd'hui, vous êtes systématiquement, on vous impose l'essai thérapeutique pour les enfants. Parce que quand vous dites imposer ça, c'est un point clé. On l'impose comment, finalement ? Est-ce qu'on l'impose ? C'est très simple. D'abord, vous connaissez rarement un autre enfant qui a eu un cancer. C'est pas comme la grippe. Oui, 2400 cas, on imagine qu'il y en a assez. 1700 cas. 1700 cas. 2400 essais thérapeutiques pour 1700 cas. Donc, oui, ils ont chacun plusieurs essais thérapeutiques. Chaque enfant subit avec, plusieurs... j'imagine, en plus des problèmes d'accord entre les différents traitements. Non, c'est parce que, par exemple, vous allez avoir un traitement pour créer pour produire des cellules souches, vous allez avoir un traitement d'une association de médicaments, vous allez avoir le traitement de l'antidouleur, donc vous allez avoir plusieurs essais thérapeutiques.
Donc, c'est vrai qu'il y a plus de cas maintenant. Et comment c'est imposé? De manière très simple. Vous ne connaissez pas forcément quelqu'un dont l'enfant a eu un cancer qui va vous dire « fais attention, on va te mettre en essai thérapeutique ». Vous allez voir le médecin et le médecin vous dit ben voilà, le cas de votre enfant, on va essayer tel traitement, mais ça ne fonctionne pas, vous inquiétez pas, on va avoir un super traitement, super cher. Et on ne vous dit pas que c'est un essai thérapeutique, on appelle ça un protocole. Mais qui sait, quand vous n'avez pas été malade, qu'un protocole, c'est un essai thérapeutique? Vous ne le savez pas pour commencer. Et quand vous êtes un peu résistant et que vous dites, bah, écoutez, non, moi je pense qu'il peut peut-être y avoir un autre traitement, vous dites, bah, écoutez, nous, si vous n'acceptez pas le traitement, ce sont les soins palliatifs et votre enfant, dans 3-4 semaines, ne sera plus là. Donc c'est très simple. Et si vous résistez un peu plus, on dit, écoutez, on va saisir le juge de tutelle parce que de toutes les façons, on doit vous considère que c'est un mauvais traitement. Voilà. Oui, c'est un refus de traitement. Parce que vous êtes c'est un refus de traitement. Alors on parle même de parents maltraitants. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on va revenir à vous, Nicole, avec votre dernier ouvrage qu'on n'a pas encore cité, Cancer, les bonnes questions à poser à votre médecin. Il faut préciser que vous l'avez écrit aussi avec votre époux, Gérard Delépine. C'est un gros travail de bibliographie. C'est aux éditions Michalon. Donc là, encore une fois, vous mettez le doigt sur l'importance de l'information des patients, sur la nécessité qu'ils détiennent eux-mêmes les informations quant à leur maladie et quant à leur liberté, finalement, de choisir ce à quoi ils vont être exposés. Il me semble tout à fait urgent, parce qu'on sent bien que la situation se rigidifie de plus en plus et que le monopole devient de plus en plus fort, que les patients reprennent en main leur destin. On dit à le grand cinéma de toutes les agences de publicité du ministère haute, c'est le patient au centre de son traitement, au centre de la santé. Non, il n'est pas acteur pour l'instant, puisque en gros, il est passif objet, et le médecin est robot, puisqu'il applique ce qu'on lui dit d'appliquer d'en haut. Bravo. Donc, faut être simple. Vous définissez très bien les choses. Mais oui, malheureusement. malheureusement elle est là pour ça. Et malheureusement, le médecin robot, il n'est pas forcément content de l'être. On le voit d'ailleurs au nombre de médecins qui font des grandes dépressions, des burn-out, des suicides, etc. Donc, c'est pas très facile d'être... 3 fois plus de suicides chez les médecins que la moyenne de la population. Que la moyenne de la population, donc, et de plus en plus. Donc, c'est pas parce qu'ils n'aiment plus leur métier, c'est parce qu'effectivement, la bureaucratie nous impose un système dont on ne peut sortir que si les patients, les citoyens, nous aident. Parce qu'on voit bien, là, ça fait 2-3 ans avec la loi de santé qui vient d'être mise sur le marché, si j'ose dire, elle aussi en 2015 est votée par 18 députés pendant l'état d'urgence, le 17 décembre, en n'ayant pas droit aux manifestations. Et on voit bien c'est plus facile. Oui, c'était plus facile. On voit bien qu'on nous impose de plus en plus ces traitements-là, mais les médecins résistent, mais ils n'ont pas été entendus, ou si peu, par les citoyens pendant les 3 ans qui viennent de passer, que maintenant, il faut les éclairer et dire aux patients, aux citoyens, résistez, informez-vous, et votre médecin, vous l'aiderez. Parce que si le médecin il revient à la réunion de concertation pluridisciplinaire en disant mon malade, il n'accepte pas votre oukase, là, qui veut le mettre dans un essai, mais il veut d'abord voir le chirurgien, il veut t'opérer avant, on est obligé encore d'accepter. Le patient a peur d'être abandonné par le système de soins s'il dit non. Les gens vivent dans la terreur d'être abandonnés. Oui. Si je dis non, on vous dit vous dégagez. Oui, mais parce oui, mais alors là, il y a quand même les grandes institutions qui veulent absolument imposer les essais thérapeutiques, qui font tout pour ça. Bien sûr. Il y a de plus en plus de patients qui vous disent oui, mais j'ai pas osé, on m'a dit qu'on allait me mettre. Rien. On va me mettre sur la liste rouge. Tout ou rien. Attendez, on va mettre. Qu'est-ce que ça signifie alors être sur la liste rouge? Je suppose que on vous rappellera dans 2 mois si on a de la place, et puis sinon on vous soignera pas. Vous abandonne. Et puis puisqu'on vous soigne pas, vous allez mourir de votre cancer. Moi, j'ai quand même eu l'expérience d'une jeune fille il y a quelques mois où la maman téléphone et me dit est-ce que vous croyez vraiment elle a été voir une cancérologue à 15 ans, la gamine, d'un grand centre anticancéreux, et on lui a dit mais si tu fais pas de chimie, qu'on ne va pas citer, et si tu fais pas de chimio, t'es morte dans 3 semaines. Est-ce qu'on dit quelque chose comme ça à une fille de 16 ans ou de 15 ans? C'est du chantage, c'est de la terreur. Ou même d'ailleurs 40 ans ou de 60 ans. C'est la terreur comme mode de gestion. Alors moi, et ça, c'est insupportable. Si je peux me permettre, quand j'entends ce type de déclaration que vous nous rapportez, on a du mal à croire que tous les médecins subissent véritablement cette pression d'en haut. On a plus l'impression d'avoir affaire à une certaine catégorie de médecins qui se croient un peu surpuissants et tout-puissants avec une toute-puissance sur leurs malades. Beaucoup sont des robots.
Dans les centres anti-cancer, il y a des histoires d'accréditation, donc ils sont formatés. C'est pas le médecin libéral qui travaille dans son coin, qui ne traite pas ce genre de choses, où il a besoin d'autorisation pour pouvoir opérer, pour pouvoir donner certains... C'est ça que vous nous expliquez. Non, ils ne sont pas choisis, c'est que les personnes qui travaillent dans ces centres-là n'ont pas le choix. Nous avons eu à Garches un médecin qui a tenté de venir rejoindre l'équipe et qui s'est fait radier des licenciés de l'hôpital précédent parce qu'elle refusait d'appliquer cette règle. Il faut bien que les patients comprennent qu'actuellement, en cancérologie, et malheureusement ça risque de dégénérer sur d'autres spécialités, pour qu'un établissement ait le droit de soigner des patients atteints de cancer, un établissement, je dis bien, il faut que l'Agence régionale de santé, qui a été créée par la loi 2010, la loi Bachelot, et dont vraiment les prérogatives ne font qu'augmenter avec la loi Touraine de 2015, donne l'autorisation de traiter les cancers. Et donc ces réunions de concertation pluridisciplinaire entre collègues sont faites pour entrer un maximum de gens dans les essais thérapeutiques, parce qu'effectivement, quand l'agence de santé vient contrôler, regarde, vous avez eu 100 patients, il y en a 80 qui sont entrés dans les traitements standardisés, c'est bien. Ah ben non, vous en avez eu 50, et puis vous n'avez pas passé tel tumeur. Donc finalement, il y a une prime, entre guillemets, pour avoir il n'y a pas une prime, vous n'avez pas le droit, si vous rentrez... Après, on vous ferme. C'est-à-dire que, et alors vous imaginez, vous avez 20 collègues, il y en a 18 qui veulent jouer le jeu parce qu'ils ont besoin de manger aussi. Enfin, c'est un métier aussi quand même. Ils font pas que de la cancérologie que pour le plaisir. Donc c'est aussi leur. Ah ben non, mais il faut être simple. Faut être simple. Vous avez 40 ans, 3 enfants, vous êtes oncopédiatre et vous marchez pas dans le système. Vous faites quoi? Vous allez où? Bah actuellement, vous ne pouvez que démissionner, parce qu'il n'y a pas d'endroit où. Vous êtes bien tombé. Vous, c'était le moment de la retraite. Ça fait quand même 30 ans qu'on se bat contre ça, donc je n'étais pas à la retraite il y a 30 ans, mais c'est vrai que la situation s'aggrave et la pression bureaucratique s'aggrave de loi en loi. Elle a commencé avec les ordonnances Juppé en 96 qui ont mis en place les agences régionales d'hospitalisation, et puis la loi de 2004 qui a mis en place les circulaires pour le cancer, l'endroit où vous avez le droit de soigner le cancer. Alors faut qu'il y ait l'instituteur, faut qu'il y ait le clown, faut qu'il y ait ci, faut qu'il y ait ça. Et comme ça, on pouvait fermer des centres qui n'étaient pas au bon endroit. Et puis après, la circulaire pour le cancer de l'adulte. Et puis après, les décrets de 2007 qui imposent ces réunions de concertation pluridisciplinaire, mais qui ne sont pas des réunions où on discute de l'intérêt du patient, puisque de toute façon, il faut statistiquement... Alors effectivement, vous pouvez un jour défendre un patient à vous connaissez bien, etc. Puis le médecin, il est venu ce jour-là à la réunion, médecin, mais statistiquement, vous ne pouvez pas les défendre. Vous êtes d'abord, puis vous avez une réunion à 20h et qu'il y a 30 patients à regarder, en plus, vous n'allez pas y passer non plus la nuit. Donc, de toute façon, c'est de l'automatisation, c'est de la robotisation, et il faut rentrer les gens là-dedans, sinon l'accréditation saute. Nous, on travaillait avec un radiothérapeute formidable, qui a 50 ans de radiothérapie derrière lui, qui a irradié des enfants pendant 50 ans, mais là, les dernières années, probablement, il n'en a pas irradié assez. Et ben, son accréditation en 2013, je crois, pour le traitement par rayon des enfants a sauté. Et comme il dit très bien, ça peut se retrouver sur Internet, il dit on n'est pas venu me demander si j'étais capable de soigner les enfants, si les patients étaient contents, s'il y avait des bons résultats. Non, en gros, c'est la taille de la chambre où il y avait l'appareil de radiothérapie et surtout le nombre. Ah ben non, vous êtes en dessous. C'était pas assez rentable, finalement. Mais c'est même pas une question de rentabilité. Ils veulent absolument tout regrouper dans les grands centres pour être sûr qu'il n'y ait pas un malade qui échappe aux essais. C'est pas une question de rentabilité parce qu'on coûte les yeux de la tête avec ces nouvelles molécules. Il coûtait beaucoup moins cher, lui, et irradier les patients que d'essayer de les intégrer dans les nouveaux traitements. Alors, on a dit déjà beaucoup de choses. Je pense que pour commencer et pour résumer tout ce qu'on a dit, le point clé, finalement, c'est qu'aujourd'hui, on cherche à faire des essais thérapeutiques sur les patients malades du cancer, majoritairement les enfants. Non, alors on essaie de plus en plus chez les adultes finalement, aussi. Il y a d'autres traitements et que les traitements éprouvés donnent de meilleurs résultats que ces essais thérapeutiques. Le problème des essais, et Karine va bien le dire pour les enfants, puisqu'elle a interrogé le ministère de la Santé, le problème des essais, c'est que par définition, ce sont des essais. Donc vous ne savez pas, quand on va vous mettre une nouvelle molécule qui est sur le marché depuis 1 an ou 2 ans ou 3 ans, et en plus dont l'étude initiale a été très courte, comment vous allez pouvoir dire aux patients, voilà, ça donne tel taux de guérison à long terme. Vous ne pouvez pas. Donc déjà, les essais, par définition, on ne sait pas ce que ça devient. Mais les gens, ils ont le droit aussi d'avoir un nouveau médicament et de rentrer dans un essai s'ils veulent. Le problème, c'est qu'il faut qu'ils sachent. Et donc, nous, notre but, ça a été de dire ça. 1, ne restez pas dans l'abus de faiblesse. D'accord, ça vous tombe sur la tête, vous avez un cancer, ça vous tombe sur la tête.
Bon, bah, prenez le temps les 2-3 jours de vous apaiser. N'acceptez pas, lors de la première consultation, tout seul, le traitement qu'on vous impose en disant « Ah bah oui, c'est comme ça, là, je peux pas faire autrement. Hein, ». Et réclamer un traitement individualisé, finalement. Réclamer des informations. Des informations. Quels sont, monsieur le cancérologue, le traitement que vous auriez donné il y a 5 ans à un patient qui me ressemble, qui a la même chose que moi? Bon, alors, je sais pas. À ce moment-là, sortez-le. Si vous savez pas, sortez les traitements publiés, les publications écrites, les résultats écrits. Quels sont les résultats du traitement, justement, du nouveau médicament que vous me proposez? Alors là, il vous donne en général une brochure, une belle brochure bien brillante, de papier glacé, etc. Non, je veux pas la pub du labo. Je suis pas une savonnette. Je veux que vous me donniez les résultats des essais thérapeutiques. Sortez-les-moi. Et puis je reviens dans 8 jours, vous me donnez tout ça. Et après, j'irai discuter avec mon généraliste, éventuellement avec ma famille, j'irai discuter avec... Et surtout, si on vous dit faut commencer, ça c'est le point important, capital qu'il faut entendre, si on vous dit faut commencer par la chimio et puis on vous opérera dans 3 mois, vous dites oui, mais moi je veux voir le chirurgien maintenant. Bon, ça sera peut-être dans 3 mois, mais moi je veux voir tous les protagonistes de mon traitement. Je veux les voir, je veux être sûr qu'ils aient vu mes scanners, parce que souvent on leur dit qu'ils sont pas opérables, etc. Et puis 3 mois après, le malade va avec son scanner, puis le chirurgien dit non, mais vous étiez parfaitement opérable. Bon, vous étiez à la réunion, bon oui, mais on a dit qu'on faisait la chimio, moi je vais pas regarder de près. Si le chimiothérapeute dit on fait de la chimio, les chimiothérapeutes ils sont plus nombreux en général, ils disent on fait de la chimio, le chirurgien il est prestataire de service, donc c'est très très important de faire sortir les chirurgiens et les radiothérapeutes de cet état de prestataire de service. Ils ne sont pas là pour qu'on les siffle quand on a besoin d'eux, ils doivent participer à la prise en charge réelle du patient d'emblée, quitte à ce qu'ils ne les opèrent pas d'emblée. Mais le patient doit rencontrer le chirurgien, il doit être sûr que le chirurgien a vu son dossier, que vraiment il a dit qu'il était inopérable ou pas. Hein. Et s'il pense qu'il est opérable, eh ben, il doit se défendre et dire bon, quel est l'avantage que je fasse de la chimio avant? Il y a un avantage, il n'y a pas d'avantage. Et pour ça, il faut des preuves. Tout est dans la littérature internationale pour tout ce qui a été démontré. Et ben, le reste, ils sauront que c'est des essais. S'ils ont envie de faire des essais, ben, libre à eux. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Ce que je veux, c'est que les gens sachent, soient informés et osent s'informer. Et quand ils tombent sur des gens qui ne veulent pas les informer, ben, ils ont intérêt à changer de boutique, à mon idée. Hein. On va donner la parole à Madame Curtet. Maintenant, est-ce que vous pouvez, vous, nous expliquer comment vous en êtes arrivée à devenir présidente de l'association Améthyste et comment, finalement, vous êtes arrivée dans ce monde difficile qu'est le cancer? Tout à fait. Mon fils a été diagnostiqué en mars 2011 d'un cancer et on a été soigné, il avait 16 ans, et donc il a été soigné en centre anti-cancer. Donc on est allé... Vous étiez dans le sud de la France? Dans le sud de la France, absolument. On est allé donc au centre anti-cancer, on nous a dit qu'il fallait qu'il commence une chimio tout de suite, bon, ce qui était une réalité, il avait une très grosse tumeur. Bon, les tumeurs à ces âges, sur les enfants se développent très rapidement. Très rapidement, on a commencé à nous tenir des propos incohérents. Donc, c'était on va faire tant de cures. Après, finalement, il n'y avait plus tant de cures. Après, c'était tel traitement, il est bien, on va te rentrer dans tel protocole. Donc, on demande au médecin, bon, très bien, docteur, vous nous mettez dans ce protocole, mais donc vous allez guérir mon fils. Parce que moi, je ne viens pas d'un milieu où je connais des enfants atteints de cancer. Je connais même personne qui avait un cancer autour de moi. Donc, c'était vraiment le grand saut dans l'inconnu. Et on dit ah ben non, on peut pas vous garantir qu'il va guérir parce que c'est corps dépendant. Mais alors si c'est corps dépendant, pourquoi est-ce que vous me donnez le même traitement que mon voisin? Donc vous voyez, on n'avait aucune connaissance scientifique ou autre des problèmes médicaux. Est-ce que tout de suite vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des incohérences justement? Tout à fait. Ou c'est a posteriori? Mais tout à fait. Non, tout de suite. On s'est dit bon, ok. Alors pourquoi on nous dit ça? Bon, ensuite, il était très fatigué. J'insistais, on me dit non, c'est une fatigue psychologique, etc. Jusqu'au moment où Arthur rechute. Et au moment de la rechute, là, les propos sont devenus de plus en plus incohérents. C'était bon, écoute, on va te faire tel traitement, mais s'il échoue, t'inquiète surtout pas. On va pouvoir te donner un traitement à 57 000 €. La Sécu nous l'autorisera si on rate 2 fois le traitement d'avant. Bon, mon fils avait 17 ans à ce moment-là. Il me dit écoute, maman, ils me font le numéro du vendeur de voitures, ils me prennent pour un cobaye. Bon, d'accord. Bon, c'est pas drôle du tout parce que quand vous êtes une maman, que vous vous rendez compte que c'est ce qui est en train de se passer, que votre fils vous dit ça, vous avez quoi comme choix? Vous avez le choix de lui dire t'as raison, on va trouver une solution. Je n'étais pas du tout sûre de trouver une solution. Je ne savais pas. J'étais obligée de lui dire
Écoute, non, je pense quand même pas. C'est un médecin et c'est ce qu'il fait. Bon. Jusqu'au moment où vraiment les choses sont allées trop loin et où là, quand le fameux traitement, 57 000 €, donc on fait cette expérience, c'était une citaférèse pour ceux qui savent. Et puis j'étais dans le couloir avec l'infirmière, elle me dit « Ah tiens, voilà, monsieur, je ne donnerai pas le nom du médicament ». Et naïvement, je lui dis « Ah bon, mais c'est un patient qui a eu ce traitement et qui est là ». Elle me dit « Pas du tout, c'est le représentant ». Alors là, j'ai commencé à voir rouge, j'ai commencé à me dire qu'il y avait vraiment un loup. Et puis d'autant plus que... Donc il n'avait pas vu très loin, en fait, finalement, avec le vendeur de voitures. Non, mais tout à fait, tout à fait. Donc dans cette histoire, je commençais à dire, bon, attendez, là, vous allez lui faire tel traitement, mais à même cause, mêmes effets. Donc si vous faites le traitement avec le même intervalle, ça va toujours pas marcher, parce que c'était une histoire où il y avait une période très courte pour collecter les cellules souches. Et donc, par conséquent, si on donnait la chimio à partir de tel jour, on allait tomber sur les jours de collecte qui étaient les mêmes jours, dans la semaine, je parle, samedi, dimanche, lundi, mardi. Et le samedi, dimanche, le centre est fermé, la machine n'est pas disponible, donc potentiellement on allait avoir ce même mauvais résultat et atterrir sur ce fameux médicament 57 000 €. Donc je commence à m'agacer, à m'énerver avec le médecin, demander à voir quelqu'un d'autre, demander à ce qu'on me change. Mais là, on m'explique qu'on ne peut absolument pas changer le protocole, qu'on va faire le même protocole. Bon, à l'époque, je ne savais pas que c'était parce que c'était un essai. Et que dans ce cadre-là, évidemment, il faut que les choses soient rigoureuses. Et donc, on n'adapte pas l'essai. On le fait dans les mêmes conditions pour tout le monde. Jusqu'au jour où vraiment, très inquiète, un ami me téléphone et me dit « Écoute, j'ai rencontré une oncopédiatre, je pense que tu peux lui demander un avis. » C'était Nicole de Lépine, donc, que j'ai appelée. Et puis, il a fallu que je convainque mon fils de bien vouloir prendre un deuxième avis. Il me dit « Mais tu sais, maman, il n'y a pas que les médecins de Paris qui sont bons. » Et là, je lui ai expliqué « Non, mais quand on demande un deuxième avis, on demande un avis à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec les autres. Donc, et on se fera notre propre opinion. » Donc on est parti à Garches, où on a été soigné où Arthur a été soigné dans le service de Nicole. Et là, le fait très important, c'est que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas les seuls dans ce cas. Absolument, absolument. Donc on arrive dans le service, on rencontre d'autres familles. On dit, oh, vous savez ce qui nous est arrivé. On s'aperçoit que toutes les familles nous racontent au mot près la même histoire, avec le même vocabulaire. Le même vocabulaire de c'est un protocole, il faut faire comme ça. Exactement la même terminologie standardisée à l'échelle de la France. Parce que les patients dans le service de Garches venaient de partout en France. Donc, quand tout ça s'est passé, au bout de quelques mois de traitement de mon fils, Nicole vient me voir et me dit, tu sais, le service est vraiment menacé de fermeture. Et là, ça a été presque pire que l'annonce de la maladie. Pour mon fils comme pour moi, c'était pire. On avait trouvé un endroit où se réfugier et on en parlait souvent ensemble. Et c'était comme si on s'était échappé d'un camp de concentration qu'on nous demandait d'y retourner parce qu'on nous fermait la porte de l'échappatoire qu'on avait trouvé au camp de concentration. Et c'était vraiment le sentiment. Oui, parce que le service de Nicole de Lépine, finalement, était perçu un peu comme le dernier recours. C'est ça. C'est ça, on savait... Et alors, ce qui est amusant, c'est que d'autres détracteurs, en revanche, disaient qu'ils pratiquaient de l'acharnement thérapeutique. Tout à fait. J'ai rencontré aucun patient qui n'était dupe. On a toujours entendu ça. Elle pratique des traitements qui ne font ça. Elle promet des résultats qui ne sont pas avérés. Moi, je n'ai jamais entendu Nicole promettre quoi que ce soit à qui que ce soit. Tous les patients qui étaient là savaient que leurs enfants étaient en très grande difficulté parce qu'évidemment, ils avaient eu des traitements mal faits auparavant. Et c'est comme les antibiotiques que vous ne prendriez pas totalement. Quand vous rechutez, il y a une résistance qui s'est installée. La chimio, c'est la même chose. Sauf que quand vous avez la résistance et qu'il faut lutter derrière en deuxième intention, vous en mourrez. C'est le cas de nos enfants. Donc, si vous voulez, une fois que mon fils est décédé, mon fils m'avait dit « Maman, je ne veux pas mourir pour rien. Ils m'ont assassiné, mais je ne veux pas mourir pour rien. » Ils m'ont assassiné? Oui. Oui, oui. Parce que mon fils, aucun cancer n'est simple. Mais il n'était pas dans la situation dans laquelle il s'est retrouvé au moment de la rechute. Il avait quand même une possibilité d'être guéri quand il est tombé malade. Et ils l'ont assassiné. Donc c'est ce qu'il a dit. Il a dit, moi assassiné, je ne veux pas mourir pour rien. Donc c'est suite à ça, après son décès, que j'ai pris le combat de l'association. Pour cette raison, et puis parce que ce sentiment que j'avais ressenti quand on nous annonçait que le service avait fermé, et le combat qu'il fallait mener tout en se battant contre la maladie de son enfant, contre tout le système qui est contre vous. En fait, vous devenez, quand vous êtes à l'hôpital, vous devenez le garde du corps de votre enfant.
autant que le garde-malade. Vous êtes le garde du corps, pour être certain. Je crois que d'ailleurs, docteur, vous pouvez peut-être nous raconter rapidement un enfant qui voulait être transféré par ses parents dans un autre hôpital où il avait un garde devant la porte de sa chambre. Oui, ça c'est pour le refus, effectivement, d'un certain nombre de services et de collègues au service du système. Effectivement, un enfant d'une autre ville du Sud qui était traité de façon assez palliative, mais depuis plusieurs années, et puis à un moment, il devient paralytique. Et puis les médecins disent, c'est à juste titre, il n'y a pas grand-chose à faire, etc. Mais enfin, bon, ils le mettent dans une chambre, voilà, et de toute façon, il est dans un lit, il ne peut plus se lever. Et là, les parents qui espéraient encore, parce que ça faisait 4 ans en gros qu'on leur disait qu'il était mourant, donc ils se disent pourquoi maintenant ce serait vrai. D'accord, il est paralysé, mais bon, il a envie de vivre quand même. Et ils essaient de le faire monter chez nous. Et là, effectivement, juge des enfants et garde, oui, effectivement, devant la porte, des fois qu'il se sauve alors qu'il est. Enfin bon, je veux dire, c'est hallucinant. C'est des situations totalement ubuesques. Ah oui, c'est tout à fait ubuesque. Et alors, ce qu'ils appellent acharnement, pour revenir sur ce mot-là, en fait, les tenants du système qui veulent entrer les enfants dans les essais thérapeutiques, puis depuis 3, et puis si ça ne marche pas, eh bien, on dit on est désolé, il n'y a plus rien à faire, rentrez chez vous, vous reviendrez chez nous quand l'enfant souffrira. Ils n'admettent pas, effectivement, qu'on donne aux enfants, éventuellement d'ailleurs les anciens traitements dont ils n'ont pas eu la chance de bénéficier, qui de temps en temps, les remet sur pied, éventuellement sur pied très longtemps. Donc, j'ai souvent expliqué qu'acharnement, ça ne veut rien dire. Parce que si vous vous acharnez, entre guillemets, au sens où le médecin de l'autre ville ou de l'autre service hospitalier a dit qu'il n'y avait plus rien à faire et que vous remettez l'enfant sur ses pieds pour quelques mois, voire quelques années, voire plus, mais en tout cas, y compris pour quelques mois, il a aussi droit à vivre quelques mois de plus, l'enfant. C'est pas à nous, médecins, de décréter qu'il faut qu'il meure maintenant sous prétexte qu'il a une maladie mortelle. Sinon, comme nous sommes tous atteints de maladie mortelle, vous êtes d'accord, autant qu'on arrête tout de suite. Non, mais c'est complètement aberrant comme notion, cette notion d'acharnement. C'est vraiment... voilà, alors effectivement, il ne s'agit pas d'aller traiter les gens dans le coma avec des tas de médicaments, etc. Par contre, ce qu'on a fait très tôt, nous, parce que on l'avait appris tout simplement dans les livres ou par d'autres collègues ou dans les congrès, c'est que des petites chimiothérapies légères, souvent, sont antalgiques. Enfin, suppriment la douleur, souvent beaucoup mieux que des kilos de morphine dont souvent les patients ne veulent pas. Donc, mettre des petites doses de morphine au début à Vicenne, là, dans les années 2000, alors c'était terrible, les gens ne supportaient pas. Il y a une infirmière qui passait, etc., ou la surveillante qui avait été bien dressée par des gens qui ne voulaient pas qu'on existe et qui disaient « Ah, c'est de l'acharnement ». Non, c'est des petites doses de chimiothérapie, vous voulez dire alors? Oui, des petites doses de morphine la deuxième fois. Non, je dis oui, les petites doses de chimiothérapie sont souvent beaucoup plus efficaces que des grosses doses de morphine pour certains patients qui ne veulent pas. Pour d'autres, ça va marcher. Chaque patient est différent et chaque patient doit avoir un traitement adapté à son cas. Mais l'acharnement thérapeutique, si on est des médecins humains normaux et qu'en plus on travaille, si je veux dire, avec les parents et avec le patient, on s'adapte à ce que veut le patient. Et je pense qu'un service qui a bénéficié d'autant de soutien de tous les patients au travers les temps, parce que c'est depuis les années déjà 88, puis 97. Puis, enfin, bon, effectivement, nos lits en nombre se sont réduits, mais nos patients, en tout cas, ont toujours tenu à nous soutenir comme Madame Curté, pour les futurs patients, si j'ose dire, et dans toutes les manifestations qu'il y a pu avoir pour se tenir ce service et éviter la fermeture de Garches. Il était toujours frappant et particulièrement touchant, voire douloureux quand même, d'avoir toujours des patients, d'enfants que nous n'avions pas sauvés, mais qui étaient devenus des fidèles quand même du service pour les autres patients, parce qu'ils savaient qu'on avait fait quelque chose d'important pour eux, c'est qu'on avait fait le maximum pour l'enfant, qu'on n'avait pas laissé mourir l'enfant abandonné sous prétexte que il n'a pas de chance de guérir, qu'il était plus bon pour la science, mais qu'on avait fait notre travail humain tout bêtement de soins et d'accompagnement et d'être près d'eux et de faire le maximum, surtout parce que ce qui est vraiment terrible, et on voit bien dans les commentaires actuels suite à la fermeture de Garches, de certains décès qu'il y a eu depuis, ce qui est, je voulais peut-être raconter, ce qui est absolument terrible, c'est de voir des parents écrire « Mon fils n'est pas mort à cause du cancer, mais à cause de la fermeture de Garches ». Bien évidemment, moi je ne peux pas dire ça du tout, mais je trouve absolument tragique que les parents puissent penser ça, parce que personne ne peut savoir si le malade ne serait pas mort quand même.
mais qu'ils aient la sensation que tout n'a pas été fait. Qu'on les a abandonnés, finalement. Et qu'on les a abandonnés, et ça, ils s'en remettront jamais. Déjà, ils ne se remettront pas de la perte de leur enfant, mais en plus, se dire on n'a pas tout fait. Moi, combien de parents sont montés sur les 30 ans où on a fait de la cancérologie pédiatrique dans notre service, en disant mais je ne vous demande pas, je sais bien, vous n'allez pas faire de miracle, etc., mais je vous demande qu'on ait tout fait ce qui est humainement possible dans l'état actuel de la science. Parce que quand même, on ne l'a pas rappelé, mais on va quand même leur dire une fois, en 1985, on guérissait la moitié des cancers de l'adulte. Et, alors évidemment, ça veut dire qu'il y a des cancers qu'on guérit beaucoup et d'autres qu'on ne guérit pas du tout, mais la moitié des cancers de l'adulte tout venant et quand même 3/4 des cancers de l'enfant. Et ces gens-là, actuellement, n'ont plus droit à ces traitements éprouvés, démontrés efficaces, etc. Puisque aujourd'hui, quelles sont les statistiques alors ? On ne les a pas parce que ce sont des essais thérapeutiques. Il n'y a aucun moyen d'avoir les statistiques. Depuis quand ils ont commencé les essais thérapeutiques ? En gros, depuis les années 2000, c'est à peu près systématique en cancérologie pédiatrique. Non, on n'a pas les résultats. Ça, c'est normal d'un point de vue scientifique ? Non, c'est pas normal. On s'est beaucoup fatigué pour essayer d'avoir les résultats. Karine Curté l'a fait auprès du ministère de façon générale. Nous, on l'a fait pour des maladies précises qu'on suit particulièrement, qu'on connaissait le nom des gens qui avaient intégré, qui étaient les investigateurs de ces essais thérapeutiques, et il nous a répondu c'est trop tôt, on les a pas, on est à 16 ans, quoi. Par exemple, l'Eurohéwin, qui est une maladie, c'est une tumeur maligne de l'os, Eurohéwin 99. Nous n'avons pas les résultats globaux. Il y a encore 8 jours. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont besoin de recul plus long ? Non, c'est parce qu'ils ne veulent pas les publier, parce qu'ils sont moins bons et forcément moins bons que les résultats, que leurs propres résultats d'avant d'ailleurs, parce que les centres anticancéreux qui travaillaient sur un petit nombre de malades et utilisaient des traitements quand même relativement individualisés, avaient de meilleurs résultats qu'ils ont maintenant, avec des protocoles qui durent sur 15 ans, 16 ans, des grosses machines bureaucratiques où ils n'adaptent plus rien. Concrètement, parce qu'il va falloir clôturer ce gros dossier, mais concrètement, est-ce que vous avez un point de comparaison entre le nombre de cas qui se guérissaient dans votre service, qui appliquaient donc non pas les protocoles thérapeutiques, mais les techniques éprouvées, par rapport à d'autres qui appliquaient justement les essais thérapeutiques ? Non, il n'y a aucun moyen d'avoir actuellement les statistiques des résultats. On voit bien combien d'enfants rentrent, combien d'enfants... Non, c'est plus compliqué que ça, parce que si vous voulez, les enfants qui venaient à Garches, c'était comme dans le cas de mon fils, et que dans de nombreux cas, des rechutes ou des cancers qui n'avaient pas été soignés correctement, ou en tout cas pas correctement dans l'esprit des parents en première intention. Donc, on ne parle pas d'un cancer qui est pris au départ et qui a la chance d'avoir le bon traitement au début. On parle de cas extrêmement résistants, etc. Donc on ne peut pas sortir des statistiques. Je veux dire, quand mon fils est arrivé à Garches, on savait que l'espérance de survie de mon fils, à 1 an, elle était à 0. D'accord ? On a voulu essayer et... Mais actuellement, et on va donner la parole à monsieur... On va donner la parole au docteur Leborgne. Non, mais il faut bien que vous compreniez quand même qu'on... reste-t-il de temps ? Très peu. Bien. Alors, pour ce sujet, en tout cas. Sur le cancer, je voulais parler, bien sûr. Je voulais parler d'un cas d'un de mes amis qui a fait le choix de se soigner de son cancer il y a 5 ans en faisant la méthode Gerson. La méthode Gerson consiste à boire exclusivement des jus de légumes, surtout, et à faire des lavements au café. Ce monsieur, qui est né en 1940, est aujourd'hui guéri de son cancer du poumon. Toute ma carrière, je n'ai pas fait de traitement de ce genre auprès de mes patients parce que le pronostic vital est engagé et si jamais le patient meurt alors qu'il est soigné par des médecines dites alternatives, on va lui tomber dessus alors qu'il en meurt tous les jours avec les médecines officielles. Donc, c'était pour parler de cette chose avec les jus de légumes. Pour ma part, j'ai une approche préventive du cancer et j'ai une approche aussi, je soigne les gens qui sont dans le système normal, je les accompagne en acupuncture avec l'homéopathie, une approche psychologique, je fais le barrage de feu quand les gens sont avec les rayons, et c'est très efficace. Je travaille aussi
avec des apports de nutriments, vitamine B, C, D. J'apporte du magnésium et je suis content des gens que je soigne des cancers parce qu'ils sont dans les centres anticancéreux. On dit « Ah, mais vous allez mieux qu'on s'y attendait ». Voilà. Est-ce que finalement, on a des études qui montrent et qui prouvent l'effectivité, entre guillemets, des traitements que vous apportez, ou est-ce que finalement on pourrait considérer... Il n'y a pas d'études, que voulez-vous... On pourrait considérer par exemple que quand un patient vient vous voir pour faire une séance d'acupuncture, ce qui lui fait du bien, c'est de croire que ça va lui faire du bien. De toute façon, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Le fait d'y croire, c'est une chose positive. C'est déjà très très positif parce que l'effet placebo, il existe même avec la chimiothérapie. Et puis l'effet nocebo du cancérologue qui dit vous allez mourir dans 3 semaines, l'effet nocebo, il est terrible. Il est terrible. Donc, en fait, j'ai apporté à mes patients, je leur fais manger du chou rouge, cru, cuisiné dans le citron, tous les jours pour mes cancéreux, parce que, comme vous le savez, le chou contient des sulforanes, des isocyanates et d'autres substances que l'on retrouve dans les chimiothérapies d'ailleurs. Le chou est un aliment anti-cancer puissant. C'est le régime cétogène en fait. Oui, c'est pas que ça. Oui, non mais... C'est pas que ça. Et un autre cas d'une personne qui a guéri spontanément du cancer, j'aime dire guérir spontanément, parce que la chirurgie était programmée. Et 2 mois plus tard, le cancer n'avait plus lieu. Cette personne, je l'avais soignée pendant quelques semaines, et c'était un cancer de la peau qui était là, juste sur la clavicule. Et il se trouve que quelques mois plus tard, je revois cette personne qui avait une chaîne, me dit-elle, que lui avait donnée son mari, une chaîne dans laquelle il y avait du nickel. Parce que, en fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'estime que le nickel est cancérigène. Et il y a trop de nickel. Bref, aussi, donc, ces cures de légumes. Je voulais vous poser une question. Par exemple, il se dit que c'est dangereux de ponctionner une prostate suspecte. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que si on va toucher quelque chose, c'est dangereux. D'accord, merci. Complètement, mais alors là, c'est sûr. Puis, et effectivement aussi par l'effet nocebo. D'une part, on y va, il y a un truc organique, on va bouger le truc. Et puis, il y a l'effet nocebo, parce qu'à partir du moment où on touche une prostate, le mec, il se croit cancéreux ou il va l'être. Il va saigner dans les jours qui suivent. Oui, non, mais c'est évident que c'est toxique. Il ne faut pas... Tout geste inutile est toxique. Tout à l'heure aussi, quand vous parliez du choix du patient, j'aime de poser la question suivante au médecin. Qu'est-ce que vous feriez si c'était votre enfant? En général, il fuit. En général, ils fuient parce qu'ils sont effectivement complètement conditionnés, et particulièrement pour les enfants, il n'y a pas de solution. Donc les gens sont dans la peur. Il faut bien que sache qu'il ne faut pas avoir peur. C'est la peur génère la maladie. On va peut-être rester sur ce mot de conclusion pour passer à l'actu de la santé. Actu de la santé. Si vous êtes d'accord? Actu de la santé, qu'est-ce? On va voir ça. Et alors, l'actu de la santé, aujourd'hui, elle va se concentrer sur une actualité autour des produits chimiques qu'on va retrouver dans l'alimentation. Alors, comme il nous reste plus beaucoup de temps, on va le faire en version accélérée. 3 éléments que l'on va reprendre. La première, c'est le Conseil d'État qui a annulé un arrêté ministériel qui permettait d'interdire le maïs OGM, un maïs précisément de Monsanto. Une mesure totalement symbolique, puisque finalement la loi française prévaut sur l'avis du Conseil d'État. On a une deuxième information qui concerne là les cerises françaises. Alors on est bientôt en été, donc tout le monde va se ruer sur les cerises françaises pour lutter contre une drosophile. C'est ça, oui. Nicole? Je ne dis pas de bêtises. Pour lutter contre une drosophile Suzuki,
qui fait vroom vroom. Ils avaient trouvé un insecticide qui s'appelle le diméthoate, qui, comme on va le voir un peu plus tard avec le glyphosate, est une substance qui semble nocive. Elle a donc été interdite. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a bloqué aussi bien l'utilisation du produit que les importations de ces cerises qui auraient été pulvérisées par ce produit. Il avait évidemment des incidences sur l'environnement, sur la faune, la flore et bien évidemment sur les agriculteurs ou du moins les cultivateurs de ces cerises. Et le troisième élément de cette actu de la santé, c'est le glyphosate dont l'autorisation va arriver à son terme le 30 juin prochain. La Commission européenne est censée statuer sur la prolongation de cette autorisation. Initialement, elle devait statuer sur une prolongation de 15 ans. Ensuite a été proposée une prolongation de 7 ans. Finalement, il semblerait que le consensus se fasse sur 10 ans. Le glyphosate, encore une fois, on peut le retrouver dans un pesticide bien connu, là encore signé Monsanto, que l'on appelle le Roundup. Donc peut-être on va commencer avec le docteur Leborgne en 30 secondes, puisque évidemment il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais votre impression générale sur tous ces produits chimiques qu'on retrouve aujourd'hui encore au quotidien dans notre alimentation. Je ne sais pas trop quoi en dire, parce que ces produits chimiques, ils sont très dangereux, on le sait, ce sont même des modificateurs hormonaux, endocriniens, et justement, j'en reviens à mes jus de fruits et de légumes. C'est un de mes derniers dada. En faisant un jus de fruits ou de légumes frais, bien sûr. Sans glyphosate ? Bravo. Le piège. Le glyphosate et les pesticides se trouveraient sur la fibre. Donc, en faisant un jus, il n'y a pas ces produits dedans. On éviterait au moins en grande partie ces substances toxiques. Ces substances très toxiques qui sont retenues par la fibre. Votre opinion, peut-être ? Moi, je suis assez radicale par rapport à tous ces pesticides. Je crois que vraiment, il faut les supprimer de toutes les façons possibles et que le Conseil d'État ou autres les autorise. C'est absolument insupportable. Alors, on sait qu'il y a un problème quand même politique qui est posé. C'est un problème politique parce que l'agriculture est déjà en grande difficulté. Oui, c'est pas en leur permettant d'empoisonner les gens qui vont nourrir qu'on va résoudre le problème de la difficulté de l'agriculture. Moi, je crois que ça va être simple. Tous les agriculteurs amis qu'on peut avoir disent qu'on pourrait faire de l'agriculture non toxique à condition qu'elle ne soit plus industrielle. Donc moi je pense on en aurait suffisamment pour nourrir la planète, ou du moins la France. Oui. Peut-être aussi. Ça donnerait du travail à beaucoup de gens. Peut-être aussi un point important, c'est qu'il est peut-être nécessaire aussi que les gens prennent conscience dans leurs achats qu'ils ne sont pas obligés d'acheter des pommes calibrées, roses, brillantes. Oui, mais c'est quand même pas très facile pour les gens de savoir s'ils achètent des pommes qui sont toxiques ou pas toxiques. En mangeant bio, peut-être, est-ce qu'on peut éviter un maximum de choses ? Le vrai bio. On réduit le risque, c'est certain. Le bio, ils ont le droit à 6% de produits chimiques toxiques. On réduit le risque. On réduit le Karine risque. Moi, mon avis ne va pas être d'un point de vue médical, mais d'un point de vue sur la méthode. On est sur la même méthode que sur les médicaments, puisque c'est notre sujet commun. C'est des politiques qui imposent à la population des choses qu'ils ne veulent pas. Tout simplement. Les citoyens ne veulent pas de tout ça, mais quelque part, ça leur est imposé par le haut. C'est un problème général. C'est un problème général, et c'est la méthode qui est les politiques, on se demande comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent sous la pression. Pas corrompus ? Sous la pression des lobbies. Sous la pression des lobbies, c'est ce que j'allais dire. Autant dans la médecine que dans ce que dans les lobbies de l'agriculture, les lobbies Monsanto et compagnie, pesticides. Ils ont leur bureau bien installé, c'est très officiel. À Bruxelles. Au Parlement européen. 15 000 lobbyistes à Bruxelles. Oui, c'est très, très officiel. Plus que de députés, alors. Oui, bien sûr. Alors, la boucle est bouclée ? C'est le moment de se quitter, alors, pour cette première émission. On avait encore beaucoup de choses à dire, donc on reviendra. Il nous faudrait 1000 émissions comme ça. Voilà, c'est ce que je disais, qu'on pourrait faire 6 heures de suite. On espère 1000 oxygènes, en tous les cas. 1000 oxygènes. Voilà, 1000 oxygènes. Bon, en tous les cas, moi, je souhaite remercier toute l'équipe qui a permis tout cela, le décor. J'oublierai sans doute des noms, Benjamin, Raphaël, Pierre, Martial, Philippe et Arnaud, pour faire cette nouvelle émission santé. On lui souhaite longue vie. Décor. Merci à tous mes invités. En tout cas, merci Karine, merci Nicole et merci Gérard. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. Et à bientôt à vous tous.